Alors, merci à toutes les personnes qui sont là. Avant de commencer, je vais juste réexpliquer un petit peu le thème de ces émissions que je fais depuis début d'année, en fait, depuis début d'année scolaire, en fait. Voilà, moi, je suis Audrey Trad, je suis praticienne en bilan de compétences spécialisée Ikigai. Je suis formatrice et je suis aussi consultante en stratégie et management des entreprises et fondatrice de l'organisme de formation Vaste Ressources, pour ceux qui connaissent. Et donc, ce soir, voilà, c'est une émission qui est aussi un outil pour moi, parce que comme je fais de l'orientation scolaire et professionnelle, j'aime beaucoup parler et faire parler les gens qui sont passionnés par leur métier et qui peuvent transmettre aussi leur parcours, leurs facilités, leurs difficultés, les avantages, les inconvénients. Bref, le but, c'est de parler avec des gens dans des métiers très, très différents et laisser le public poser ses questions. Donc, moi, j'en ai plein pour toi, hein. Mais j'espère que voilà, dans le public, il y aura aussi des questions. Et puis, cette émission, elle sera en replay sur ma chaîne YouTube aussi, parce que voilà, ça permet à des personnes que j'accompagne de temps en temps à aller voir sur un métier, un professionnel parler de lui, de son métier. Voilà pour ma présentation et la présentation de l'émission. Voilà, écoute, maintenant on va passer à toi. Alors on se tutoie, c'est vrai que je t'ai vouvoyé, ça te dérange pas que tu tutoies. Voilà. On se tutoie. Okay. J'ai beaucoup entendu parler de toi de la part de Vanessa, que je connais très bien, avec qui tu travailles. Oui, super. Très bien. Le monde est petit et c'est super parce que quand on est connecté comme ça, on fait des belles choses tous ensemble. Voilà. C'est ça. Alors, du coup, je me présente. Oui, vas-y, je t'en prie, dis-nous qui tu es. Alors donc, pour la plupart des gens qui sont là sur mon compte me connaissent. Hein, donc, je m'appelle Musna. Je suis médecin généraliste, mais bon, j'aime pas me contenter de cette définition-là. Ce n'est qu'une casquette que je porte, mais dans la journée, le rôle que je porte en tant que professionnel de santé, c'est médecin généraliste. Donc voilà, je suis originaire de Lille, donc pour tous les Lillois, je vous fais un coucou parce que Lille reste dans mon cœur, même si j'ai voyagé à 800 km de là et que du coup, j'habite en Charente-Maritime, donc je suis installée en Charente-Maritime. C'est un climat complètement différent, les gens sont différents, mais c'est une expérience de vie que je vis actuellement en conscience en fait, parce que je sais qu'elle m'apportera quelque chose et que je suis en cheminement depuis très très longtemps, depuis que j'ai pris conscience de certaines choses. Et donc j'intègre ma pratique professionnelle au sein de mon cheminement personnel avant tout. Et puis finalement, j'intègre mes patients au sein de mon cheminement personnel parce que chacun est là pour nous apprendre des choses sur nous avant tout. Et puis si à l'occasion, je peux en même temps apprendre et enseigner et transmettre quelque chose à mon tour, on y fait, il n'y a que des gagnants. Très bien. Eh ben, je vais commencer par les questions. Alors, on y va. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, ce qui t'a motivé à devenir médecin, tout simplement? Alors, c'est marrant parce que j'avais une stagiaire cette semaine, Lila Wadi, tu vas te reconnaître si tu me regardes. Elle m'a posé la même question tout à l'heure et du coup, je dis, ça me prépare au live de ce soir. Je dis toujours que ce qui m'a vraiment inspirée à devenir médecin, je pense, parce que j'ai oublié, au tout début, c'est ma curiosité pour le corps humain. Ça, je crois que ça a commencé vers 7-8 ans où je me souviens, j'avais envie de voir ce qui se passait à l'intérieur de mon bras. Tu sais, je me disais comment ça fonctionne, tout ça. Et j'avais beaucoup de questionnements sur la vie en général, en fait, sur le cosmos, sur pourquoi on dort, qu'est-ce qu'on fait quand on dort, comment le corps humain, enfin voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais après, je veux dire, ça, c'était dans mon innocence d'enfant. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que dans la société, ce qui était valorisé, c'était certains métiers, en fait. Et du coup, je me suis dit, puis on me disait toujours, tu es très intelligente, tu es très mature pour ton âge, tu vas réussir. Donc mes parents me valorisaient beaucoup sur mon intelligence, j'étais l'aînée de la famille. Et du coup, comme j'aimais apprendre, moi je voulais être une éternelle élève, en fait. J'avais aucunement envie d'aller travailler. Moi, le monde du travail me faisait peur. L'argent, j'y pensais pas comme quelque chose à obtenir. Moi, je voulais apprendre et rester derrière un pupitre, à bûcher, à collectionner le savoir.
Et puis, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis d'origine pakistanaise, donc ma maman nous emmenait énormément au Pakistan pendant les vacances. Et puis, j'avais des cousines plus âgées que moi qui étaient médecins, donc j'en ai beaucoup dans la famille de son côté. Et donc, j'ai vu concrètement, je les ai vus faire leurs études, je les ai vus devenir maman et en même temps continuer leur travail. Je me suis dit, c'est possible, en fait. C'est quelque chose de pas si waouh que ça et que, du coup, c'est accessible. Tout ça mélangé, et puis la fierté des parents, je voyais bien que ça faisait bling bling dans leurs yeux de voir que que je pouvais peut-être devenir médecin. Et puis mon père, hein, surtout, toi tu deviendras médecin. Donc quand on parle, tu sais, du sens qu'on a quand on arrive en psychogénéalogie, on parle beaucoup de projet sens, on parle beaucoup de, tu sais, enfin, je m'intéresse à énormément de choses, pas qu'à la médecine, donc je comprends vraiment qu'il y avait un désir que je sois médecin et que, en fait, j'ai juste pris l'information et que je me le suis appropriée et que ça m'arrangeait bien aussi par rapport à mes désirs à moi. Très bien. Alors, c'est quoi le parcours comment? Alors, tu as fait tes études de médecine, tu les as fait en France? Ouais, donc en fait, moi je suis arrivée en France, j'avais 9 mois, donc mes parents sont pakistanais, et puis pour mes études de médecine, j'étais déjà à Lille. On avait déménagé quand j'avais, dans le nord de la France, quand j'avais 10-11 ans. Et ce qui m'a aussi motivée à faire médecine, c'est que la fac était juste à côté de chez moi et que Lille, c'est pas très grand en fait. Donc je devais pas déménager, je devais pas prendre une maison. Moi, j'étais très casanière, je voulais rester chez moi. Ma maman, elle adorait me faire des petits plats, elle voulait me garder sous son aile. Du coup, je dis bon, c'est un très bon compromis. Et puis la fac de Lille, voilà, c'est quelque chose qui m'inspirait vraiment. Je voulais être étudiante en médecine en fait. C'était depuis toujours. Enfin, j'ai beaucoup hésité aussi parce que en terminale, je me suis dit bon, je parle plusieurs langues, j'aime bien aussi aller vers tout ce qui est commerce international. Et puis bah il y a le truc qui m'a fait me dire. Et puis j'avais une amie à l'époque, un Belgine, c'est une amie turque qui est restée dans mon cœur, qui m'a vraiment motivée. Elle m'a dit mais non mais toi t'es fait pour être médecin. Alors viens, on fait la première année de médecine ensemble. Tu tentes et puis après tu verras, tu pourras faire autre chose si tu veux. Puis en fait, elle, on a fait une année ensemble. Elle n'a pas eu son concours et en fait moi je l'ai eu. Du coup on s'est séparés à ce moment-là et puis ça a été un déchirement. Je me suis dit mais je t'ai suivi juste pour te faire plaisir en fait parce que j'avais envie mais quelque part je voyais bien que ça allait être difficile. Je voyais bien que ça allait être quelque chose où il fallait s'impliquer pendant très longtemps et qu'il y aurait du stress. Donc je pense qu'au dernier moment, j'ai eu envie de vriller de l'autre côté. Et elle m'a ramenée, elle m'a dit non, mais toi, tu y vas. Et du coup, voilà. Donc Lille, j'ai commencé mes études donc après le bac. Et puis après, j'y suis restée jusqu'à la fin. C'est très long, hein, donc je peux même pas te dire les années. Je crois que j'ai dû commencer en 2002. Les études de médecine. J'ai eu mon bac en 2002. Et donc après, j'ai été thésée en 2014, donc 12 ans, où en même temps, à la fin de mes études, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, donc je me suis arrêtée. Donc voilà, en général, ça prend 11 ans pour devenir médecin généraliste. Et en sachant que j'ai redoublé ma première année comme beaucoup. Donc voilà, j'ai mis 12 ans alors que tu peux devenir médecin généraliste en 10-11 ans. Alors maintenant, le système actuel a changé. Donc, je sais pas vraiment, mais à mon époque, c'était comme ça. D'accord. Mais c'est bien de se dire que, bon, tu avais quand même, petite déjà, cette envie d'aller voir ce qui se passait dans le corps. Hein. Il y avait beaucoup de questionnements. Je pense que pour être médecin, c'est important d'être curieux, d'être très, très curieux. Et puis après, faut le vouloir parce que, comme tu dis, les études sont pas si faciles que ça. Hein. On voit souvent que la première année, elle est redoublée, mais après, il faut y tenir quand même. Et il faut quand même avoir envie d'aller jusqu'au bout. Hein, parce que moi, je vois beaucoup de jeunes qui redoublent même plusieurs fois parce que c'est pas vraiment leur envie. Il y a la pression sociale, il y a aussi les envies qui sont portées par d'autres autour de soi. Et des fois, c'est très très compliqué. Alors quand, je dis pas que c'est plus facile quand on l'a choisi, hein, c'est compliqué aussi, mais quand on l'a pas vraiment choisi et qu'on suit les études pour faire plaisir, c'est dur aussi. C'est pas tenable. Je pense pas que ce soit tenable. Moi, je te dis, c'était un mélange vraiment de tout. D'ailleurs, tu sais, la réponse bateau, c'est pourquoi tu veux devenir médecin? J'aime aider les gens. Mais t'auras remarqué que je ne l'ai même pas dit, en fait. Tu vois. Ça faisait pas partie de mes critères de base. Mais en fait, il y avait tellement de choses. La médecine cochait beaucoup de cases pour moi. C'était pas que faire plaisir à maman et papa. Sinon, je pense que j'aurais pas tenu parce que c'est un marathon. Les études de médecine, on entre
et c'est que le début. On entre avec un concours, avec une compétition. On arrive tout innocent à 18 ans. Moi, j'ai toujours été très bonne élève, première de classe, un peu depuis le collège. Au lycée, j'ai déjà commencé à être dans une structure classe européenne et tout ça, donc je veux dire, le niveau avait déjà augmenté, donc j'étais plus première, mais j'étais dans les 10 premières. Et quand je suis arrivée en médecine, je me suis dit, mais alors il y a que des intellos là, donc en fait, ton estime et ta confiance que tu te forges pendant un certain moment, arrivé en médecine, le tri sélectif, c'est que les intellos en tout cas moi ça m'avait. Je me suis sentie toute petite. Déjà, les amphithéâtres étaient très grands. J'avais trop de monde. Et puis, moi, je m'étais même pas renseignée sur les études de médecine, comment c'était. Les gens, ils étaient préparés. Ils avaient des parents médecins. Ils avaient des connaissances. Ils savaient ce que c'était le concours. Pendant les vacances d'été, ils avaient déjà préparé. Moi, j'arrive, mode touriste, comme ça. Et je me dis, bon, ok, c'est du stress, mais ça va aller, je vais y arriver. Et à la fin de la première année que j'ai pas eu, mais je me dis, tu vois, on était à mon époque, on était 2000, c'était pas beaucoup, hein, on était pas beaucoup d'étudiants. Et je suis arrivée, je crois, 600 quelque chose. Mais pour être médecin, il fallait arriver dans les 250 premiers. Du coup, j'avais le choix. Soit je pouvais faire, je pense, sage-femme, parce que tu sais, c'est les études, le tronc commun à l'époque, on pouvait faire soit sage-femme, dentaire ou médecine. Et dans ma tête, c'était soit médecin, soit rien. Tu vois, en fait. Je me suis créé un esprit de haute exigence depuis très petite qui m'a été très délétère par la suite, donc je le conseille à personne. Il faut se lâcher la grappe, en fait, il faut être cool avec soi-même. Mais à l'époque, c'était vraiment, c'est médecin ou rien. Je devais me prouver des choses, en fait, et je devais prouver des choses aux gens, aux autres. Et donc, la pression avait commencé dès lors. Et je m'étais pas rendu compte que je rentrais dans un engrenage, en fait, où on me demandait de faire en fait, de mettre de côté qui j'étais et de m'adapter à un moule, à un environnement et en fait tout ce que le fantasme des études de médecine que j'avais avec mes cousines. Bon déjà elles avaient fait leurs études au Pakistan, c'était pas du tout la même chose et qu'en France on était un troupeau de lycéens sortis du bac, arrivés là, connaissant pas grand chose et puis je veux dire à 18 ans la vie t'attend. Mais toi, on te formate. On te dit, c'est comme ça, et pendant un an, tu peux pas sortir, tu peux pas voir les gens, tu peux pas voir tes copines, parce que tu as un concours à la fin de l'année et que tu vas bosser. Donc pendant un an, tu es dans ta chambre assis, ou tu fais le tour des médiathèques, ou tu fais Enfin, c'est quand j'y repense maintenant, parce que sur le coup, tu refoules. Sur le coup, tes émotions, si tu n'as pas l'habitude à 18 ans de les accueillir, c'est pour ça que moi, dès le plus du jeune âge, avec mes enfants, je travaille énormément ça. Parce que tu te dis, ah ok, c'est comme ça que ça fonctionne, je le fais, en fait, parce que je dois tellement prouver des choses que, tu vois, c'est le prix à payer, en fait. Donc, t'y vas. Et si t'as pas de mentor, quelqu'un qui te soutient, enfin, tu vois, à l'époque, je me voyais même pas aller voir un psy pour mes émotions. Je me disais, je les ressentais pas, mes émotions, je pense. Enfin, ou en tout cas, je les mettais de côté. Donc en fait, bon alors heureusement on va pas déconseiller aux gens de faire médecine, au contraire on a besoin de médecins. Parce qu'après il y a la suite. Moi je te parle de la première année. Mais il y a quand même, il faut avouer, alors c'est propre à la France quand même, qu'il y a quand même une sacrée pression en médecine. Donc si tu avais un conseil justement à donner à ces jeunes qui démarrent en médecine et qui entendent que ça va être lourd, parce que moi on l'a tous entendu, on a entendu nos jeunes, on leur a dit ça va être dur, il va falloir travailler, et ça peut être une pression qui est mise dès le départ. Quel conseil tu leur donnes à ces jeunes? De bien se connaître en fait. Moi le conseil que j'ai donné à ma stagiaire tout à l'heure aussi, c'est aller faire un bilan déjà à la fin du bac, pendant les vacances ou pendant les années lycée. Essayez de vous connaître, de faire un ikigai peut-être, faire un bilan des besoins, un bilan des valeurs, se connaître avant d'entamer des études de médecine pour plus tard devenir un bon médecin et pour que pendant toutes les études, vous soyez OK avec la pression que vous allez subir, avec la compétition que vous allez devoir suivre. En fait, se connaître et être en conscience, moi, si je pouvais refaire ça avec la conscience que j'ai aujourd'hui, mais bien sûr que je le vivrais mieux. C'est juste ça. En fait, tout challenge peut être acquéri, en fait, juste à partir du moment où on sait son pourquoi on le fait. Et si ce pourquoi nous concerne nous, c'est encore mieux, c'est qu'il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas une référence extérieure. On fait tout par rapport à une référence intérieure parce que on se connaît, on sait de ce dont on a besoin et on y va.
Et dans ces cas-là, bah oui, on retrousse ses manches et puis c'est un challenge, on y va, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est satisfaisant une fois quand on y arrive. Mais le faire en inconscience et se dire bon, je le fais juste parce que bah j'ai envie d'aider les gens, par exemple. Je trouve que ça aussi c'est un une espèce de mirage qu'on a. Aider les gens, c'est quoi? Bah, déjà, il faut s'aider soi-même. Donc, et si on le fait pour papa, maman, si on le fait pour l'argent, pour le statut social, tout ça, c'est des références externes, en fait. Et ces références externes, à un moment donné dans sa vie, si on est chanceux, comme je le dis toujours dans mes posts et dans mes stories, si on est chanceux, on va faire un burn-out. Et on va comprendre qu'en fait, on a bifurqué sur sa ligne de vie, en fait. Quand on est enfant, on est en lien avec ses besoins et on vit pour soi. À un moment, il se passe que quelqu'un nous fait comprendre que ce qu'on est, soit on est trop, soit on n'est pas assez. Et là, on commence à adopter des références externes dans notre vie et on commence à voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Ce ne sont plus les nôtres. Et ce moment-là, en fait, on peut vivre toute une vie qui sera parallèle à celle en fait qu'on aurait dû vivre si dès le départ on aurait fait le choix de se choisir et de comprendre qui on est. Donc ça c'est vraiment le message que je donne à tous les jeunes. On est vraiment dans l'ère du développement personnel, on est dans l'ère de la connaissance de soi. C'est le début des études. En fait, devenez médecin. Et allez-y, entamez, parce que de toute façon, à chaque fois que vous faites quelque chose, la facilité, il y a toujours la facilité avec la difficulté. Donc, c'est pas la difficulté qui doit faire peur, mais savoir pourquoi on le fait. Et si c'est pour nous qu'on le fait, c'est encore mieux. Tout à fait. Et ça, c'est très, très important. Se connaître et faire les choses d'abord en connaissance pour soi de ses propres besoins d'abord, plutôt que tout le temps répondre à des exigences extérieures. Ça, c'est primordial. Parce que la difficulté, tu as raison, peu importe les études, on peut trouver de la difficulté. Donc voilà, c'est plus dès le départ être aligné avec ce métier-là et être OK sur ce métier. Alors je vais lire un petit peu les messages parce que du coup les commentaires. Alors t'es libre de répondre s'il y a des questions ou pas. Je sais que j'avais vu pourquoi la France, pourquoi tes parents sont partis en France. J'avais vu ça à un moment donné. Bon, parce que voilà. Est-ce que les études, voilà, c'est ça. Mais les études peut-être au Pakistan, elles sont différentes au niveau. Oui, en fait, c'est plus un système anglo-saxon là-bas, donc ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus court d'ailleurs. La France est un des seuls pays où les études de médecine sont très longues. Elles sont longues parce qu'on a mis ces concours en fait, donc qui servent juste à sélectionner. Faut le dire. Hein. Ouais, tout à fait. Alors j'ai vu des mamans que je connais, que j'ai accompagnées avec qui j'ai déjà discuté pour leur enfant dans l'orientation scolaire, qui justement avaient pris médecine et se sont retrouvés sur des chemins qui n'étaient pas vraiment faits pour eux, qui étaient plutôt imposés par l'idée que c'était le métier qu'il fallait faire dans la famille, et on voit bien que l'enfant a du mal. Il a vraiment du mal parce que pour travailler, pour pouvoir étudier, on sent que ça vient pas, c'est pas une motivation intrinsèque, c'est juste extrinsèque. Donc du coup, à un moment donné, il y a plus et c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, bilan de compétences. Je voudrais rajouter quelque chose parce que moi, je suis quelqu'un de très spirituel et j'essaye de trouver du sens partout. En fait, faites les choses intuitivement, j'ai envie de dire. Donc même si tu vois, moi, à l'époque, j'étais pas consciente, je l'ai fait quand même. Et même si j'ai beaucoup ramé pendant mes études à comprendre ce que je faisais là, parce que c'est pas la médecine qui me déplaisait, c'était le système français qui enseignait la médecine de cette façon, en fait. Donc, j'avais toujours essayé de chercher, de me dire, je vais dans un autre pays et tout ça. Mais comme dans ma nature, j'étais pas autonome, je me voyais pas partir loin de ma famille sans être mariée, sans être en couple ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai pas fait. Mais si on se retrouve dans une situation, c'est qu'on doit la vivre en fait et qu'on y trouvera quelque chose de bon après. Donc même si c'est les parents qui ont forcé et qu'on y est et qu'on réussit et qu'on vraiment, sauf si c'est une souffrance extrême et que on peut plus, on doit lâcher, là il y a pas de souci. Mais si on y est, c'est qu'on a un rôle à y jouer aussi et que peut-être justement on peut façonner l'endroit où on est et on peut le rendre à son image. Parce que moi finalement c'est le compromis que j'ai fait avec moi-même. Je me suis installée seulement depuis 1 an. Je restais remplaçante parce que la médecine générale ne m'intéresse pas en soi, en fait. Je me disais,
Ouais, j'ai fait le tour. Ça fait 10 ans que je remplace. Si c'est devenir médecin, c'était ça, bah j'aurais pu faire autre chose. C'est pas là où on gagne le plus d'argent non plus. C'est beaucoup de responsabilités, faut pas croire. On est dans une ère où tout le monde consomme la médecine et tout le monde porte plainte contre le médecin facilement. Et puis on se fait pas forcément respecter. À Lille, je travaillais dans un quartier populaire quand même. J'ai eu des agressions verbales, des choses comme ça. Tu te dis mais pourquoi je fais ce travail en fait? Et c'est pour ça que je dis, s'il y a quand même cette voix, cette intuition à l'intérieur, mais vas-y, continue, tu verras, si tu peux. Moi, il y a que cette année où, parce que j'ai découvert d'autres pratiques alternatives qui sont venues complémenter ma pratique, où je me suis découverte et finalement où j'ai cheminé. Et je me suis, en fait, transformée, en fait. Je me suis dit, mais ça, c'est ce que je veux apporter à mes patients. Donc, ça m'a plutôt donné une identité. Là, je travaille avec 2, 3 collègues qui ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Mais c'est OK. Finalement, j'apporte une touche personnelle. Je dis à tout le monde, moi, j'adore parler des émotions. J'adore accompagner. J'adore aller dans la souffrance des gens. Je leur parle. J'essaye de comprendre leur subconscient. Qu'est-ce qu'ils me disent derrière les mots cachés. Et puis, des fois, juste apporter des mots en médicaments, sans médicaments prescription, juste leur apporter un réconfort, une main, une petite technique qui pourra leur aider à mieux dormir le soir ou à dédramatiser ou à se détacher. En fait, autant j'étais vraiment dans une hantise de m'installer, parce que alors l'installation en médecine générale, c'est un autre sujet aussi. Hein. La France ne nous aide en rien. Tout est très compliqué au niveau administratif, paperasse. Donc c'est vraiment quelque chose que tu portes. En tout cas, moi, je le vivais comme ça. Je me disais, le jour où je vais m'installer, je vais pas pouvoir bouger, en fait. Et quelque part, c'est vrai. Mais avec la difficulté, il y a la facilité. Ce que je vois, c'est que mes patients me nourrissent au quotidien, parce que j'apprends à travers eux, parce qu'ils sont là à venir m'apprendre quelque chose, et je n'avais pas cela quand j'étais remplaçante. Ce n'étaient pas mes patients. Ils n'avaient pas envie de venir me voir. Maintenant, quelque part, ça me fait plaisir quand ils disent, ah ben non, c'est la remplaçante, on attend que vous reveniez, c'est avec vous qu'on a envie d'échanger. Et des fois, ils viennent juste, ils disent, non, on vient pas pour grand chose, on vient pour parler. Et moi, j'adore, je dis, bon, ok, dites-moi, c'est une autre pratique. Alors, je pourrais même pas la nominer. Au début, je me suis dit, mais attends, dans quelle case je dois me ranger? Puis j'ai dit, mais à bas les cases, je suis ce que je suis. J'essaye de ramener, en fait, moi. Donc, ça, dans toutes les filières possibles, c'est le conseil que je donne. C'est, à un moment donné, arrêtez de suivre et connaissez-vous et partagez au monde ce que vous êtes, peu importe l'endroit où vous êtes et ce que vous faites. Mais disons que ça reste être médecin, mais médecin avec tes outils et avec ta compréhension de l'accompagnement des patients. C'est ça, mais tu restes dans la médecine. Alors moi, par rapport aux difficultés ou aux personnes, bon, toi, tu as eu la capacité justement de réagir et d'accepter la condition de la difficulté voilà. Mais il y a des personnes, non, c'est pas, on parle quand même de suicide des étudiants, des choses comme ça. Là, vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme. Là, je suis plus un discours dans la prévention, je vais dire, au niveau des parents, et puis des étudiants aussi. Apprenez à vous connaître, ne forcez pas non plus. C'est-à-dire que, ok, je me retrouve là-dedans, mais à un moment donné, il faut quand même prévenir. Et parce qu'on voit malheureusement des situations qui vont très très loin. Et donc, quand on a la capacité de se dire, ok, je suis pas là pour rien, je vais tenir, c'est super. Mais si vous le sentez, il y a tellement de possibilités d'accompagnement maintenant que faites-vous aider. Faites-vous aider. Ça, c'est un message parce que moi, j'en ai dans ma promo en première année, il y avait 2 suicides. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais tu sais, à l'époque, on nous formate tellement. Moi, je sais ce qu'on pensait des gens qui se suicidaient, que c'était des faibles. Mais tu vois, maintenant, 12 ans après, je me dis, mais comment on peut penser ça des gens qui se suicident? La souffrance intense qui a dû être là et que personne n'était là pour leur apporter du soutien. C'est pas qu'ils étaient pas forts, c'est pas qu'ils n'étaient pas intelligents, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas réussir. Le concours, c'était des QCM à l'époque, mais franchement, celui qui réussissait à répondre à des QCM, ça ne disait pas qu'il était plus intelligent ou plus mature ou quoi que ce soit. Mais c'est cette ambiance qui est créée et par rapport aux fragilités de chacun, ça peut être très dangereux et délétère en effet. Et ça, il faut en parler. L'expression de soi, ça permet vraiment de ne pas rester isolé et dire ce qu'on ressent. C'est la base déjà pour ne pas tomber malade et du coup pour ne pas aller plus loin dans des pensées négatives qui peuvent nous hanter. Et quand on est hanté par des pensées négatives,
Mais moi, jamais je condamnerai quelqu'un qui se suicide parce qu'il le fait pas par plaisir en général, tu vois. C'est une souffrance intense et on ne veut, l'être humain ne cherche, son cerveau ne cherche qu'à éviter la souffrance. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, ouais, qui me peine en fait. Cette souffrance humaine, que ce soit dans les études, que ce soit dans les rôles que l'on joue au sein de nos familles, au sein de nos couples, enfin, dans tout, on est en train de jouer des rôles et dans tout, on est tout sauf authentique, en fait, parce qu'on nous autorise pas à l'être. Personne ne nous demande, même au collège, même en primaire, mais qu'est-ce que tu veux faire et viens, on va t'aider à déterminer tes besoins. Viens, on va t'aider à déterminer ce que tu aimes dans la vie. Si ça commence très tôt à l'école primaire, je pense que, plus tard, les étudiants qui commencent les études de médecine seront plus forts. Donc, moi, j'en suis persuadée. Vraiment apprendre très très tôt à se connaître. Et puis voilà, c'est pour ça que je parle de bilan de compétences, moi, avec des personnes qui recherchent leur voie professionnelle, mais je fais aussi de l'accompagnement scolaire, justement avec cette notion d'ikigai à chaque fois, même chez les jeunes, c'est possible. Vous pouvez très tôt les aider à se connaître et justement à aller vers quelque chose vers lequel ils tendent, dans lequel ils vont s'épanouir, pour éviter des situations catastrophiques et faire de la prévention. Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'entendre les professionnels parler de leur métier. Là, d'ailleurs, il y a une maman qui dit tu devrais, Musna, faire des conférences pour les premières années de médecine. Tu es tellement bienveillante qu'avec ton parcours, tu pourrais aider beaucoup de personnes. Voilà. Ça qui dit ça, coucou Bartha, mais je la connais Bartha. Mais en fait, bizarrement, tu sais, là, on m'a invité pour le mois prochain au collège de ma ville où je travaille. Je vais aller présenter pour les collégiens, en fait, je vais présenter le métier de médecin. Et j'ai accepté avec honneur parce que je me dis, tiens, peut-être que moi, j'aurais aimé à l'époque avoir un médecin comme moi qui me mette à l'aise et qui me dise, mais en fait, ça peut être très fun et ça peut être très cool à partir du moment où tu te connais et que tu as vraiment envie de faire ça. Enfin, j'ai toujours eu la vision de la médecine très sérieux. Et on peut être très chill et très fun et très, tu vois, et être médecin, en fait. Et puis, on le voit avec les réseaux sociaux maintenant, les gens se décontractent un petit peu. En fait, on peut être très intelligent sans être sérieux. Et moi, j'aurais bien aimé avoir ce message quand j'étais petite. Parce que ça aide. Mais c'est ce qu'on doit essayer de mettre en place, je pense, de plus en plus. C'est pour ça que c'est important de dire aux parents, voilà, restez pas figés dans une façon de faire. Et au contraire, ouvrez-vous à accompagner vraiment vos enfants à être heureux, tout simplement. Il y a Bartha qui dit, tu veux pas revenir sur l'île, il manque des médecins comme toi. Écoute, on verra. Là, je suis là pour 4 ans encore. Et puis après, je pense pas rester ici, mais je sais pas où je vais aller. On verra. Alors dis-moi, dans ta formation médicale, est-ce qu'il y a des moments, des passages de ton parcours de médecin qui t'ont marqué, qui t'ont un peu plus influencé à continuer ou au contraire qui t'ont posé des doutes? Alors en fait, j'ai plutôt eu des moments où je me suis dit, ok, ça, je fais pas ça. C'est pas tu sais, ça a été par illumination à chaque fois. En fait, c'est comment dire. Déjà, je pense que j'ai un fonctionnement cérébral différent. J'ai un neuroatypisme qui fait que j'ai été très sensible depuis le départ et je voyais que c'était un monde où les gens étaient très dans la tête, dans le mental, très cartésien. Donc, je me faisais toute petite, j'observais, je regardais, j'essayais de rentrer dans le moule. Je faisais, je faisais genre, moi aussi, je suis comme vous, je pense, je parle des mêmes choses, voilà. Mais à l'intérieur, je rentrais chez moi, j'étais pas du tout la même. Du coup, je me disais, ouais, ça, je vais pas le faire. Je me souviens que quand j'ai commencé mes stages, vraiment, parce qu'au départ, t'es que dans les cours, et quand tu commences à faire les stages, tu commences à entrer en lien avec le monde médical, vraiment, au lit du patient. Ce que j'ai compris, c'était que moi, j'allais être là pour le patient. Je me sentais bien que au lit du patient, en fait, parce qu'à ce moment-là, je voyais un être humain qui avait mal, qui était pas bien. Et là, j'ai compris que j'étais dans la compassion et que j'étais là j'avais envie d'aider. Mais tu vois, avant ça, t'es que dans les cours, t'es que dans la pathologie, t'es que dans le corps humain, t'es que dans la tête d'un savoir. Et donc, quand j'ai vraiment commencé mes stages d'externat, parce qu'on appelle ça l'externat à partir de la 4e, la 5e, 6e année, c'est l'externat. Avant d'être interne, à partir de la 7e année, après le concours national classant de la 6e année. Donc, il y a un concours à la fin aussi. Donc, tu sais que tu viens de terminer un concours, tu souffles, tu vois, tu vas rentrer dans un autre concours après.
Et à partir de la 4e année, je sais que ça a été ma meilleure année de médecine parce que je faisais toujours beaucoup de prières, beaucoup de doigts et j'étais seule parce que bah je te dis une de mes meilleures amies du lycée n'avait pas pu faire avec moi, donc moi je me suis retrouvée sans copains, sans copines, isolée à faire mes petits cours. Et je demandais toujours tu vois, comme une petite fille, je disais, Dieu, si tu me mets sur cette voie, bah, c'est que fais-moi accomplir quelque chose de grand. Enfin, sinon, enlève-moi de là parce que c'est pas tenable, tu vois. Du coup, quand j'ai eu ma première année, je me suis dit bon, si j'ai fait cette doigt-là, c'est que quelque part, je dois accomplir quelque chose derrière. Je sais pas encore. Je dis mais puis après, j'ai dit bah donne-moi quand même une amie quoi, parce que j'en ai besoin là, et je me sens vraiment seule. Et en 4e année, je tombe sur une de mes meilleures amies encore actuellement, Sarah. Je pense pas qu'elle soit là, mais du coup, égyptienne. J'avais besoin de quelqu'un qui soit des racines semblables avec moi, et c'était très rare. Moi, tu vois, je viens d'un milieu conservateur, musulman, pakistanais. Je n'arrivais pas à me mêler en plein milieu d'un stress inconscient avec d'autres personnes. Ça aurait été double stress. Donc, je restais un petit peu à l'écart. Et en 4e année, on a eu un groupe d'amis. Donc, il y avait des Libanais, il y avait une Togolaise, et puis il y avait moi. Donc, on était un petit peu le groupe des étrangers. Mais c'était chouette parce que du coup, franchement, on a vécu une année un peu cool. On n'était pas dans la compétition, on mangeait ensemble, on appelle ça, c'était comment déjà parce qu'on commençait à faire des entraînements pour le concours de 6e année. Donc voilà, la fac organisait des choses. Enfin, c'était sympa. On mangeait des pizzas entre temps. Je me souviens que c'était ma meilleure année où je me suis dit bon bah, alhamdulillah. Mais ça dure jamais longtemps avec moi. Du coup, après, il y a eu le stress qui a recommencé pour la 6e. La 5e, c'était dur. Et puis la 6e, même les amis, enfin, on s'est tous isolés. Et ça, je regrette un peu parce que le stress a tellement pris le dessus, c'est que chacun devait être prêt pour le concours. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que pour le concours de la dernière, enfin, donc, du coup, ma dernière année d'externat en 6e année, je suis tombée malade gravement, c'est-à-dire que j'avais plus de force. Je me souviens en service de cardiologie. Et là aussi, en fait, au départ, je me suis dit non, jamais médecin généraliste. Moi, je vais être soit pédiatre, soit gynécologue, soit, tu vois, parce que tout le monde disait ça. C'est pas parce que moi je voulais, parce que c'était pas assez bien d'être médecin généraliste, parce que le concours national de la 6e année, il te classe en fait les spécialités par ville. Donc en général, les premières qui sont prises, c'est cardiologie, réanimation, parce que c'est des matières, des filières où ça paye bien, où c'est des actes qui sont payés à l'acte. Enfin, faut comprendre le fonctionnement hein. Derrière. Celui qui devient cardiologue gagne beaucoup mieux sa vie que le médecin généraliste. Moi, j'étais très naïve. Je disais, c'était juste pour le côté valorisant. Ben, si t'es cardio, c'est plus valorisant que médecin généraliste. Et donc, finalement, quand j'étais dans ce stage de cardiologie, je dis, mais je peux pas faire ça. C'est de la mécanique, en fait. Oui. C'est tout le temps la même chose, en fait. Donc, non, ça, je veux pas. Et en plus, ils se la pètent, quoi. Ils sont tout le temps avec les cardiologues, ils sont toujours les stéthoscopes autour du cou. Il y en avait un qui était vraiment très sympa, qui m'avait montré que tous les cardiologues n'étaient pas comme ça. Mais en général, ils sont un peu... Donc, je me suis dit, non, je veux pas cette ambiance. Et donc, je suis tombée malade et... ça m'a fait me dire, bon, ok, je vais accepter ce qui est et je vais faire de mon mieux et je vais arrêter de vouloir courir après, tu vois, quelque chose. Et puis, si je suis pas bien classée, c'est ok. Et de toute façon, si je fais médecine générale, ça m'ouvrira à quelque chose de beaucoup plus vaste, dans lequel peut-être que je me retrouverai mieux, en fait, parce que je me dis, ça m'a sauvée, cette maladie. Je me serais retrouvée dans une filière carriériste parce que j'aurais bien réussi mon internat, en fait, tellement je me connaissais pas, je me choisissais pas. Si j'avais bien réussi, j'aurais pas refusé. Tu vois, quelque chose de waouh. Enfin, soi-disant montré comme waouh par le système médical, j'aurais jamais, parce que tu sais que notre major de promo, quand même, il a refusé sa première place et il a fait médecine générale. Parce que c'était son rêve. C'était, tu vois, les gens comme ça, ils m'ont toujours inspiré. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui en lui a fait ne pas choisir quelque chose de mieux classé? Bah parce que il se connaissait, il se posait pas la question, il avait fait médecine pour médecine générale. Et ça, je me suis dit, bah la vie est bien faite. Et je dis toujours que la vie nous vit et la vie est thérapeutique. Donc si j'avais pas eu cette maladie pour me freiner, clairement, et alors je vais vous le dire, j'ai eu une hypothyroïdie en plus. Donc ça m'a bien freinée.
pour pas que du coup je puisse continuer cette course effrénée qui m'aurait jamais permise je pense, d'avoir les mêmes compétences qu'aujourd'hui. C'est tout. Je sais pas ce que ça aurait donné, hein. Encore une fois, c'est une bifurcation que je ne connais pas, c'est une possibilité de vie autre. Voilà. Mais c'est des moments comme ça dans mon cursus qui m'ont permis de me dire, bon, en fait, j'accepte ce qui est. Moi, ma vie, c'est comme ça. C'est qu'il se passe des choses et je suis forcée de les accepter. Et ça me ramène au bon endroit. Et il y a eu un autre événement aussi, hein, pendant que je faisais mon internat. Je me souviens que là, je voulais être, tu sais, je donnais à 100% de moi donc je faisais vraiment des bonnes observations. Je faisais en sorte que mes patients ne manquent de rien, mais surtout pour que mes chefs puissent voir que, c'est une bonne interne, tu vois, elle fait bien son travail. Et, à un moment donné, j'étais en milieu d'internat. Et je suis tombée dans un service de gériatrie à Roubaix. Et il y avait eu une espèce de truc où finalement on devait faire une sélection de stages pour le stage d'après. Je sais pas, il y a une espèce de rébellion qui s'est créée en moi. Donc ça aussi, moi je vais dire que c'est venu à moi parce que je crois que j'avais un trop plein d'être parfaite et j'avais envie de dire mais voilà merde. Et je me suis dit mais là je vais faire en sorte que le prochain stage je prenne le stage que je veux. Mais il m'a fallu être absente ce jour-là. Je me souviens que j'ai pas pu être présente, j'ai demandé à ma collègue de prendre mes patients. Et en fait, ça a été super mal pris par mes chefs, que je n'étais pas là. Au dernier moment, j'ai refusé, que ma collègue ait dû s'occuper de mes patients. Je me suis dit, j'ai fait un truc qui leur a pas plu, et en fait, tous les trucs que j'ai fait depuis le début qui étaient parfaits, on les a mis de côté. Et ça a été la leçon la plus grande dans mon truc. Je dis, maintenant, je ne ferai plus pour les autres, en fait. Je le fais pour moi. Et parce que de toute façon, soit tu plais pas. Et le jour où tu fais une faute, en fait, on oublie toutes tes qualités, tous tes bons trucs. Et parce qu'en fait, on attend que ça, que tu merdes quelque part. Ça m'avait vraiment, je me souviens, j'avais pleuré. Je me suis dit, mais c'est dingue qu'ils me comprennent pas mon besoin. Et là, j'avais commencer à avoir des bribes de me dire en fait va falloir que je me connaisse moi et il va falloir que je grandisse un petit peu, voilà, et que j'arrête de vouloir plaire tout simplement. Et qui disent que l'humain est sans pitié parfois. Ouais. Et il y en a d'autres qui disent oui, il a fallu une séance de biologie des émotions à un moment donné. Voilà. Ça aussi, hein, en fait, la biologie des émotions avec Christophe Duval, ça a été là cette année, depuis l'année dernière que j'ai découvert, ça m'a permis de trouver ma voie en fait. Parce que tu sais, j'ai beaucoup cherché une fois que j'étais remplaçante. Je te dis, la médecine générale ne me plaisait pas, n'était pas suffisante pour moi. J'en avais marre de prescrire, de voir 10 rhinopharyngites par jour et de prescrire le même traitement Pivalone, de Doliprane, ibuprofène, ce que tu veux. Mais je me suis dit, mais ça, même un ordinateur peut le faire. J'ai pas fait médecine pour ça. Et puis les cas graves, en général, il y en a pas trop dans la vie. Et puis du coup, c'était redondant. Et là, et puis du coup, je me suis lancée dans l'Ayurveda, je me suis lancée dans la naturopathie, je me suis lancée dans les soins énergétiques, le Reiki, le pendule. J'ai fait des formations par-ci, par-là. Puis après, j'ai eu mes enfants entre-temps, donc je me suis aussi lancée dans la CNV, dans la communication non violente et j'ai fait une formation Montessori, tu vois, parce que dans chaque chose, j'apprenais en fait. Et puis au niveau spirituel, parce que j'étais mariée, je suis toujours mariée à quelqu'un qui m'a vraiment chamboulée au niveau spirituel. Il m'a fait avoir mes propres croyances et ne pas aller recopier ce qu'on m'avait appris, même dans la spiritualité. Et du coup, c'est pour ça que même dans la spiritualité, j'ai été loin chercher. Je dis, mais attends, si on m'avait pas dit ça, qu'est-ce que je suis en fait? À quoi je choisis de croire? Et donc, mes recherches ne se sont jamais terminées. Je crois que depuis 13 ans, je fais que des recherches sur tout. Et j'en suis arrivée à Christophe Duval l'année dernière. Et là, j'ai dit, je crois que c'est ça que je cherchais. Puis ça a découlé sur la psychogénéalogie, ça a découlé sur le sens, en fait. Je cherchais le sens dans plein de choses. Je le savais pas. Et ça, du coup, ce côté, en fait, moi, j'aime pas juste appeler ça la biologie des émotions. Évidemment, Christophe Duval l'amène comme ça, mais pour moi, c'est le docteur Hammer, en fait, qui a fait ces découvertes-là. Et à partir de là, beaucoup se sont inspirés de ces découvertes. Donc, moi, je rends à César ce qui est à César, en fait. Donc, je remercie ce docteur Hammer qui était fou allié, en fait, parce que il a vraiment fait des choses risquées dans sa vie, mais qui nous servent aujourd'hui, maintenant,
et puis tous ses disciples par la suite à comprendre l'être humain, mais d'une façon complètement différente. Et ça, maintenant, moi, je l'enseigne à mes patients dès qu'ils viennent. Tout à l'heure, il y avait un monsieur qui était là, en plus qui est chef d'entreprise, qui forme les gens, très cartésien, très comme ça. Et puis il vient, il me dit, j'ai une douleur au flanc droit depuis octobre. Et donc votre collègue m'a fait passer ça comme examen, ça. Et puis donc maintenant, on est en train de se dire si on passe une coloscopie. Mais je lui demande juste en octobre, il s'est passé quoi? Oui, donc des formations, on me propose de former, j'arrive pas à dire non, donc je le fais. Ok, mais pourquoi vous le faites si est-ce qu'il y a un besoin en vous qui dit qu'il faudrait pas le faire en fait? C'est-à-dire vous avez peut-être besoin de repos et vous n'avez pas envie. Et oui, mais justement, non. Bref, pour la faire courte, je lui dis mais on va se concentrer un peu sur le digestif. Vous avez mal dans votre côlon. Juste avec vos mots, dites-moi un petit peu comment vous avez ressenti les choses. C'est sur le ressenti en fait. Et il me dit bah oui, j'ai pas réussi à avaler. En tout cas, il m'a sorti des mots qui étaient en lien avec le système digestif. Je dis bon, peut-être que là c'est bloqué et qu'il faudrait l'évacuer depuis octobre en fait. Et là, ça lui a vraiment parlé. Il dit clairement, ça fait sens ce que vous dites. Et c'est vrai que je suis un peu bloquée parce que je n'arrive pas à accepter le fait que peut-être je dois dire non et ne plus avaler ce qu'on me force à avaler en fait. Et ça, c'est que des petites notions parce que si on va très large, la biologie des émotions. D'ailleurs, pour les personnes qui sont là et qui ne sont pas au courant, ce week-end, il y a le webinaire de Vastes Ressources dans lequel on aura une explication justement de ce qu'est la biologie des émotions. Donc n'hésitez pas, il y aura une intervention de Trad Mustapha qui va nous faire une intervention sur qu'est-ce que c'est que la biologie des émotions. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est offert. C'est ce week-end, donc n'hésitez pas. Mais c'est très vaste la biologie des émotions, mais c'est un outil. Ça sert à tout le monde de comprendre ça, parce qu'au quotidien, on est tout le temps en lien avec ça. Tout à fait. Et donc, du coup, j'ai envie alors de poser la question, voilà, mais tu as un petit peu répondu, mais je préfère que ça sorte de ta bouche. Qu'est-ce qui fait un bon médecin, selon toi? Un bon médecin, c'est quelqu'un qui est conscient et qui aime l'humain. Tu peux pas être un bon médecin. Déjà, il faudrait définir c'est quoi un bon médecin, tu vois. Parce que j'ai toujours essayé de devenir une bonne médecin, mais dans des critères qui étaient plus dans le savoir, le intellectuel, dans la capacité à trouver un diagnostic et à trouver un traitement adéquat et à trouver une démarche de prise en charge et à rentrer dans les codes et tout ça. En fait, je trouve qu'être un bon médecin, c'est quelqu'un qui sait juste écouter le patient, qui sait juste l'observer et qui sait juste dire, OK, là, avec moi, t'as le droit de dire. Avec moi, t'as le droit d'être. Avec moi, t'as le droit de pas savoir. Et avec moi, t'as le droit de choisir ce que tu veux pour ta santé. C'est toi l'acteur. C'est ton corps. C'est ta santé. Moi, je suis là en tant que sachant qui a une expertise, qui a des connaissances et qui peut même rechercher avec toi. Viens, je te donne la main et on fait ce cheminement ensemble. Il est hors de question que je t'impose quoi que ce soit. Il est hors de question que je te donne des réponses. Parce que ce seront mes réponses, ce seront pas les tiennes. Et c'est en fait, comme des enfants, tu sais, quand moi mes enfants, je les éduque pas avec des dictats, des prédicats établis. Je leur dis vraiment, mais et comment ça fait sens pour toi? Et pour toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et dans ce sens, dans cette situation-là, est-ce que toi, tu as envie de faire ça? Donc un patient qui vient et qui me dit, bah oui, mais donc dans ces mots, j'entends s'il doute, s'il a pas envie. Et j'entends s'il a peur de moi ou s'il a peur de moi. Après, dans l'examen, on le voit aussi. Hein, souvent, la tension elle monte parce qu'ils sont dans une espèce. On va voir le médecin. On peut pas être soin, on doit porter un masque. Mais moi, je leur mets le paquet de mouchoirs devant en disant mais dites-moi la vérité. Et puis on commence par la vulnérabilité. Comme ça, après, on peut mieux soigner. Parce que si vous êtes vous-même en train de vous mentir et de pas être en alignement avec vous en portant ce masque social que vous portez là devant moi, la guérison ne se fera pas. Parce que la guérison, c'est vous qui la faites, c'est pas moi. Donc, toutes ces notions-là, en fait, tu vois, je pense que quelqu'un qui a juste un cœur humain et qui est connecté à l'humain, il peut les développer. T'as pas besoin. Moi, c'est vraiment la biologie des émotions et le décodage biologique et tout ça qui m'a vraiment aidé à comprendre ça,
à comprendre l'inconscient et à le mettre en lien avec le corps. Mais sinon, il faut juste un peu être à l'écoute. Il faut juste ouvrir les oreilles et ouvrir le cœur, tu sais, et ouvrir ses antennes intuitives. On les a tous. On sait juste pas les utiliser. Et malheureusement, en fait, on reste dans la tête. C'est cette dissociation, tu sais, tête et corps, tête et cœur, j'ai envie de dire, qui fait que... On sépare, alors que non. Matière en matière, il faut pas couper. Tout à fait. C'est vraiment au ministère de la Santé. Hein. Je veux bien dire, mais on propose au ministère de la Santé. Il y a plusieurs personnes d'accord. Donc, c'est avec un de mes rêves, c'est d'aller faire une conférence à TEDx. Je le dis à tout le monde pour qu'un jour ça se manifeste. Pour l'instant, j'ai trop peur. Ouais, oui, mais pourquoi pas? C'est important. Puis, il y a plusieurs personnes dans le live qui ont dit que tu ferais une très bonne conférencière. Donc, c'est gentil, voilà. Merci. Ça, c'est le meilleur des compliments qu'on puisse me donner parce que c'est vraiment un rêve que j'ai. En fait, depuis que je connais ça, la biologie des émotions et le dopage biologique, mon envie, c'est d'aller former les médecins à ce niveau-là, tu vois. Au début, j'étais vraiment réticente, même à en parler à mes collègues. Je me suis dit, ils vont me prendre pour une folle si je leur dis que une femme qui a un cancer du sein, elle a peut-être un conflit avec son enfant ou son partenaire. Tu vois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et du coup, en un an, j'ai pris confiance et maintenant j'amène les notions, mais comme si c'était un fait établi. Parce que, en fait, quand on a peur de la réaction de l'autre, c'est parce qu'on a peur soi-même, on doute soi-même. Et que quand les doutes en nous s'effacent et s'immiscent, bah, en fait, on s'en fout de la réaction de l'autre, tu vois. L'autre n'est là que pour nous montrer à quel endroit on se situe, nous, avec nous-mêmes. Et donc maintenant, je le dis, j'aimerais apporter ces notions dans le cursus médical des étudiants en médecine. Et vraiment, qu'Allah me donne le courage et parce que c'est un défi, hein. On est dans un système où on n'a pas envie que les gens aillent bien. Il faut le comprendre aussi. Hein. On a envie que la maladie perdure, pour que le système derrière perdure. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans le système monétaire. Mais la guérison, c'est pas forcément avec des médicaments, en fait. La guérison, à la base, on la porte en soi. Parce que la maladie en soi est une solution à la guérison. Donc ça, quand on amène ces notions-là aux futurs soignants, qui pour moi peut-être n'auront plus du tout la même vision de la médecine et du corps, je ne sais pas dans combien d'années, mais j'aimerais faire partie de ces gens qui vont semer les graines et qui vont pouvoir dire, bah, en fait, voilà, une révolution médicale. Il y a besoin, il y a besoin. Déjà là, j'ai des questions sur la biologie des émotions. Alors, voilà, l'émission, on va peut-être pas développer sur la biologie des émotions parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et puis, voilà, c'est très simple à comprendre, mais il faut prendre son temps pour l'expliquer. Ça mérite un autre live, ça aussi. Voilà, c'est un autre live, c'est un autre moment. Pourquoi pas? C'est les personnes qui me posent la question. Comme je disais, il y a justement un webinaire ce week-end gratuit où il y aura une explication de ce qu'est la biologie des émotions et c'est gratuit. Donc inscrivez-vous, c'est sur Vaste Ressources. Vous allez voir le programme et il y a donc je crois que c'est samedi soir. Il y a une intervention de Trad Mustapha pour expliquer ce qu'est la biologie des émotions. Donc n'hésitez pas si vous vous posez des questions parce que ici voilà, on va continuer aux questions sur la profession de médecin. Même si moi aussi ça m'intéresse énormément. Énormément. D'ailleurs, il y a une question dans la boîte à questions, mais elle fait écho à la question que j'allais te poser sur les défis auxquels tu as été confrontée en tant que femme, femme médecin. Comment tu les as surmontés? Et la personne qui a posé la question, elle a demandé, est-ce que tu as subi du racisme dans ton cursus? Alors non, pas du tout en fait. Et j'ai jamais subi du racisme, même à l'école. Tu vois, ça, je pense que on porte chacun des blessures, des conflits en soi, et c'est pour ça qu'on ne vit pas la même chose en fait. C'est que moi, je porte plein d'autres choses, hein, notamment le rejet. Le rejet, je l'ai beaucoup subi partout, que ce soit à l'école, que ce soit en médecine, que ce soit en famille, mais parce que ça, je le porte en moi. Mais le racisme, je le porte pas. Ça fait pas partie de mon histoire familiale, ça fait pas partie, tu vois. Donc, j'ai jamais eu affaire à cela. Après, du coup, au niveau de la question de la femme au sein de la médecine, non plus. En fait, je regardais beaucoup Dr. Queen, femme médecin, quand j'étais petite. Et pour moi, c'est une femme pouvait être médecin. J'étais pas dans un conflit, tu sais, dans ça non plus. Pour moi, on est dans un monde. Et puis, je t'ai dit, dans ma famille, il y avait que des femmes médecins. Il y avait pas des hommes médecins. Donc, pour moi, à la base, il y avait pas de. C'était très logique. Et donc, en médecine, j'ai jamais eu affaire à on m'a pas rabaissé
c'est parce que j'étais une femme. Alors, il y a des chefs de service qui sont humiliants. Ils sont chiants. Mais il l'était avec les hommes aussi, en fait. C'était pas juste parce que j'étais une femme. On m'a pas demandé de prouver plus mes compétences, quoi que ce soit, parce que j'étais une femme. Je vais dire, les seuls endroits où c'était difficile d'être une femme en médecine, c'était quand tu étais entourée de beaucoup d'hommes, en fait. Donc, dans les services de chirurgie, dans les services d'urgence, ou quand on mange à l'internat, clairement, quand on travaille à l'hôpital et qu'on mange. Tu sais, il y a une ambiance très macho. Il y a une ambiance très non pudique. Moi, je suis quelqu'un de très pudique, donc on parle de tout et de rien à l'aise, tranquille. Moi, j'étais très conservatrice. J'étais pas à l'aise avec ça. Et puis on parle. Puis tu connais l'humour français, on va dire entre guillemets. En médecine, il y a plus de tabou, il y a rien. Donc il y avait des endroits très très crus. Déjà en première année de médecine, tu as du bizutage. J'ai jamais compris pourquoi ça existait. Je me suis dit pourquoi les grands ne viennent pas te donner la main aux plus jeunes pour leur montrer d'autres choses que enlever son pantalon devant un amphithéâtre ou ouvrir la bouche pour remplir de bière. Enfin, tu vois, je me suis dit, mais c'est ça la génération qui va devenir médecin plus tard, en fait. Mais dans quel monde on est? Et puis pendant les week-ends, ils vont juste faire la fête dans les bars. Ils reviennent le lundi matin, ils sont shootés en stage. Moi, je suis là en train de réviser mes cours, j'ai peur. Eux, ils sont en train de fêter, je sais pas quoi. Ils reviennent le matin, tout normal, tout confiant, et puis ils vont voir des patients. Je dis, il y a un problème quelque part, c'est pas normal. Et en fait, ça, ce côté-là, ça m'a vraiment, je me suis dit, soit c'est propre à la France, soit c'est quoi, mais c'est pas ça que jamais je ne changerai pour devenir comme eux, en fait. Ça, je crois que ma mère, elle m'avait bien mis le cadre là où il fallait, où j'ai jamais eu de doute. Bon, après, il y a une part en moi qui me dit, il y a plein de choses que tu aurais pu explorer, hein, parce que c'est important d'explorer aussi, en restant dans un cadre et dans des limites. Mais je me suis tout le temps dit non, ça c'est pas moi. Et donc j'ai dit dans les services de chirurgie où bah il y a que des chirurgiens orthopédiques. L'orthopédie, il y a que des hommes. Bon, il y a des femmes aussi, mais il y a surtout des hommes. Et là, quand tu es là en train de les aider au bloc opératoire à faire des choses, l'humour, il est clairement, c'est dégradant pour la femme. Et donc là, je pense qu'ils s'attendent à ce que la femme, elle ait du répondant. En général, les femmes chirurgiens orthopédiques, elles ont du répondant, c'est des bonhommes, parce que bah tu peux pas survivre dans un milieu comme ça. En fait, t'es obligé de voilà. Et moi, j'avais pas du tout de répondant. Moi, je souriais à tout. Moi, j'étais là comme une, tu sais. Et je crois que peut-être qu'on parlait de moi méchamment, pas méchamment, mais on se moquait un peu, tu vois, en disant mais elle est trop naïve ou tu vois elle comprend pas ou elle a pas de caractère, j'en sais rien, mais j'ai jamais eu ça jusque mes oreilles et quelque part j'en avais rien à faire. À l'époque j'étais contente de pas leur ressembler en fait. Oui, mais en fait, peut-être que bah, toi, justement, on a tous, on va pas tous vivre les mêmes choses, en fait. On va peut-être pas tous ressentir. C'est ça. Après, c'est vrai que, alors c'est propre au Nord aussi, hein, parce que pour avoir été, voilà, j'ai nordiste aussi, et Lille, hein, voilà, on connaît aussi le milieu médical. La fac de droit, la fac de médecine, costaud quand même. Hein, c'est vrai que ça a peut-être évolué, mais il y a une bonne vingtaine d'années, 10, 20 ans, ça, c'était costaud quand même, les bisoutages. On se demandait, c'était un monde à part, hein, un monde à part. Exactement. Mais voilà. Mais après, c'est tout. Peut-être que voilà, selon les personnes, on va pas vivre la même chose. C'est pour ça que même le racisme, toi, tu l'as pas ressenti, mais des personnes vont la ressentir fortement. Moi, j'accompagne des gens qui le sentaient beaucoup plus. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, c'est au cas par cas aussi. Et voilà. Donc ça, c'est les questions. On me demande si tu connais le docteur House. Qui le connaît pas, je pense. Voilà. Chaque étudiant en médecine le connaissait. Moi, je sais que ma 4e année de médecine, j'ai passé mon temps à regarder Dr House et je pensais vraiment qu'en sortant de la fac de médecine, j'allais devenir Dr House. Mais ça, c'est une illusion pas possible. Oui. Après, moi, ce qui ressemble au Dr House, parce que j'en ai connu des professionnels de santé, des professeurs dans le Nord, justement, c'est certains médecins, justement, qui font penser à toi, qui étaient là présents au niveau des patients, qui leur disaient faut tout essayer, il n'y a pas que le médical, il n'y a pas que le chimique, qui donnaient déjà des pistes, et pourtant il y a 20 ans de ça. Donc c'était déjà des personnes qui avaient déjà compris que bah on n'est pas que d'un côté le corps et d'un côté l'âme, que c'est un tout, et que voilà, il faut tester des choses, il faut pas voilà, il n'y a pas que la chimie qui fonctionne. Et ça c'est magnifique de trouver des personnes comme ça sur son chemin. Et voilà, tu as répondu, je pense, à la question de qu'est-ce qui ferait un bon médecin. Il faut déjà définir
chacun d'entre nous devrait définir ce qu'est un bon médecin déjà, parce qu'on aura forcément du coup sa définition. Mais en gros, on est plus dans rendre autonome l'autre, le patient, le rendre acteur de sa santé plutôt que passif à consommer finalement ce qu'on lui donne machinalement. Et ça, je pense que c'est une définition qu'on a en commun sur la médecine. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions tout à l'heure. Voilà, je les ai toutes posées. Ok. Donc du coup, le rôle de médecin, bah, pour toi, tu l'as bien dit, c'est bien d'accompagner, de rendre autonome la personne, d'accord? Donc depuis quelques années, on voit qu'il y a une multitude de soins naturels, d'automédication. Quel est ton positionnement par rapport à ça, en tant que médecin? Encore une fois, chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut, en fait. Tu vois, en tant que médecin, on n'est pas là pour taper sur les doigts des patients. On est là pour leur donner les mises en garde et on va dire sur le plan de la connaissance du corps humain qu'on a. En fait, on a juste une connaissance du corps humain. On n'a pas le pouvoir de guérison et on peut juste les prévenir des risques qu'ils encourent s'ils prennent des médicaments complètement farfelus et qui peuvent nuire à leur santé. On a un devoir de comment on appelle ça déjà, de pas mettre l'autre en danger, en fait, de le sauver, enfin quelque part de pas de non nuisance à la personne. Après, quand les patients viennent me voir en disant mais docteur, moi j'ai pris ça, ou alors j'ai pris des plantes, j'ai pris de l'homéopathie, mais ok, donc pourquoi ça fait sens pour vous? Quelles sont vos croyances? Parce que si je vous donne un médicament allopathique et que votre croyance elle est que l'allopathie c'est nul, bah ça risque pas l'effet placebo, l'effet nocebo. Enfin, forcément c'est impacté. Donc je veux pas être ni quelqu'un qui soit là à vous imposer quoi que ce soit et je veux pas faire une bataille avec vous. Je suis vraiment là pour vous, en fait. C'est vraiment être au service de l'autre, d'être au service de plus grand que soi. C'est pour ça que dans ce sens-là, c'est vraiment nourrissant ce métier parce que tous les jours, c'est une rencontre avec l'autre qui nous permet de se rencontrer soi. Et donc, l'automédication, je ne sais pas si ta question, c'est vraiment que pour l'allopathie ou c'est dans le sens où le patient, il fait ce qu'il veut et après, il vient voir le patient. Ouais. Déjà ce côté-là, le fait d'avoir de plus en plus de personnes qui finalement se débrouillent toutes seules pour se soigner et prennent tout et voilà, l'automédication à tout bout de champ. Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on fait quand même des études. Je vais pas dénigrer ce qu'on apprend en fac de médecine. On a quand même un savoir. Allez demander conseil à un médecin. Faites pas n'importe quoi tout seul. Vous pouvez pas aller sur Internet et avoir toutes les connaissances du monde. Moi, pendant mes consultations, je vais souvent sur Google parce qu'il y a des choses que je sais plus et tout ça. Mais ça me prend 2 secondes pour aller discerner ce qui est bien, ce qui est pas bon, ce que je vais prendre, ce que je vais pas prendre. Mais ça, c'est un raisonnement clinique que j'ai acquis au bout de 11 ans d'études. Donc, on peut pas mettre ça de côté et dire que moi, c'est bon, je sais ce qui est bon pour ma santé. Non, j'ai trop eu des cas comme ça où des fois tu vois, surtout dans la famille, tu te dis bon, ok, la famille tu la vois pas comme des patients, donc ils te disent non, on n'a pas envie de prendre des traitements, moi je veux pas, moi je prends des plantes, ok, tu te dis ok, d'accord, mais le jour où il arrive quelque chose en tant que médecin, tu te dis, tu savais en fait, tu avais un savoir médical, donc ça a été une leçon pour moi en me disant, comment dire, c'est un devoir pour moi d'honorer mon savoir médical et de ne pas le mélanger à tous ces auto-apprentissages que l'on fait soi-même sur Internet. Non, à partir du moment où vous avez été instruit de quelque chose, formé à quelque chose, un enseignant vous a transmis un savoir, ça n'a pas le même sens parce que lui, l'enseignant, à la fac de médecine, il y a de l'expérience. C'est pas quelqu'un qui arrive du jour au lendemain. Voilà, c'est des gens qui sont passés à côté de patients, qui ont soigné toute leur vie, qui ont fait ou qui ont lu des études. Il y a une expérience et un savoir se transmet par la transmission d'expérience. Et ça prend du temps. Tu peux pas l'ingurgiter dans ta tête comme ça. Donc, quand tu apprends, quand tu vas chercher des choses sur Internet pour t'automédiquer, t'as pas le background. Comment tu fais pour discerner? Tu as besoin de quelqu'un qui sait et avec lui, la main dans la main, tu chemines et tu avances. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Les médecins, ils sont pas là, en tout cas ceux qui sont dans la démarche dans laquelle je suis,
Ok, de toute façon, chez vous, vous êtes tout seul. Je suis pas là pour voir ce que vous faites. Par exemple, les gens qui viennent après Noël, ils disent docteur, vous allez nous taper sur les doigts. Il y a eu les fêtes, on a mangé, on a fait un peu n'importe quoi. Je dis bah tant mieux, ça a dû vous faire du bien un petit peu de lâcher prise et puis de voir la famille. C'est pas que la nourriture que vous avez mangé, il y a aussi l'ambiance, il y a aussi la nourriture émotionnelle. Il y a des besoins qui ont été nourris, donc c'est pas forcément ça qui aura déréglé votre cholestérol ou qui aura engendré la graisse dans votre poids. Maintenant que je comprends tout ça, tout n'est qu'information. Donc, tu peux pas dire aux gens, ben, en fait, à cause de ça, vous avez eu ça. Même quand une maladie arrive, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses que la personne a le droit de faire ce qu'elle veut quand elle est chez elle. Par contre, juste venez nous en parler pour que nous, on puisse, voilà, dans toute notre bienveillance, vous mettre en garde, voilà, pour pas que vous fassiez des bêtises inutilement. Et il y a toujours un juste milieu parce que on a des médecins qui ne jurent que par la chimie, le chimique, le laboratoire, la pharmacie. Ouais. Voilà, il y a des gens qui ne jurent que par ça, et s'il y en a. Et à côté, on a par contre maintenant ce qu'on appelle les médecines de tout, en fait. C'est des gens qui s'improvisent médecins et qu'on trouve aussi sur Internet, des coachs qui sont pas formés du tout et qui vont aussi aller dans tous les sens. Ça aussi, je pense que des deux côtés, on parle de deux extrêmes là, et voilà, essayer de trouver le juste milieu quand même, aller vers des gens quand même qui sont formés, demander conseil, et puis voilà, parce que les deux extrêmes existent. Exactement. Aussi bien, et ça fait des dégâts dans les deux sens. C'est ça. Dans les deux sens. Parce que moi, je pense que, tu sais, parce que j'ai dit quand j'ai commencé à aller vers les médecines alternatives, je me suis dit, en fait, ce que j'ai appris en médecine, ça sert à rien, je vais le mettre de côté. Mais ça, j'ai compris que c'était mon conflit. En fait, on n'est que des conflits. Quand on se rencontre, on n'est que des histoires les uns les autres. On n'est que des subconscients en train d'interagir les uns avec les autres. On n'est que de l'information. Quand on comprend ça, tu te dis que les personnes qui sont là à la recherche d'un savoir non allopathique, c'est qu'ils ont eu quelque part un souci avec l'allopathie. Donc leur cerveau leur donne la solution, mais ça, plus jamais, quoi. C'est pas parce que ils sont persuadés que c'est mieux. Ils en ont peut-être jamais fait l'expérience, en fait, mais c'est qu'il y a un programme en eux qui leur dit, qui leur donne la croyance que la médecine, c'est mauvais. Et moi, je sais que je pense avoir ce programme où je suis médecin, donc je pense que je suis venue dans ma lignée réparer quelque chose. On a dû avoir besoin d'un médecin quelque part, et peut-être que la médecine a déçu, en fait. Je sais pas, j'ai pas trouvé encore tous les éléments de mon histoire, mais donc j'avais ce côté, ok, je suis devenue médecin, mais je vais le renier. Et il y a que maintenant où je commence à m'aligner en me disant, non, non, ce savoir, heureusement, je l'ai eu, en fait. C'est pour ça que je remercie Dieu quand en première année, j'étais en train de prier en disant, bah, si je l'ai, bah, fais en sorte que ça me serve à vraiment à quelque chose, bah, ça prend du temps. On est sur Terre, on est être humain. Donc, c'est un cheminement. Et petit à petit, il y a que maintenant, on va dire 15, 16 ans après où je suis là, en train de me dire, bon, donc, ce savoir me sert à aligner les médecines alternatives avec celui-là. Sinon, il n'y a pas d'extrême, c'est pas soit ça, soit ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est et. C'est le mot et, tu vois, c'est complémentaire. C'est tout est là et à chacun sa combinaison, sa sauce. Tu vois, il y a des patients qui viennent, ils me disent oui, par exemple, vous prescrivez de la levure de riz rouge pour l'hypercholestérolémie. Le cardiologue, il était pas content. Je dis bah au départ ça me titille, je dis ah je vais avoir une mauvaise image, je viens de m'installer, ils vont se dire c'est qui elle prescrit de la levure de riz rouge alors qu'on doit mettre des statines et tout ça. Puis petit à petit, je crois que depuis 1 an je peux faire le bilan, je me dis bon bah si lui il est pas ok avec ça, il parle de lui en fait, il parle pas de moi. Tout à fait. Et je suis très contente en fait de t'avoir invité toi pour parler de la médecine, parce que justement ce mot médecin. On a senti au début que tu as du mal à le définir. Parce que, à quel moment je me suis sentie médecin? C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que, effectivement, c'est pas un côté ou de l'autre, non, c'est un mélange des. Voilà, c'est à la fois ma connaissance théorique que j'ai eue et mon expérience que j'ai eue à l'hôpital pendant mes études et tout ça, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce que j'ai découvert dans mon parcours qui vient aussi et qui vient réconcilier les deux. Et peut-être que c'est ça la définition d'un médecin finalement, c'est de pouvoir réconcilier les deux et pas être dans les extrêmes. Et ça, c'est peut-être la définition qu'on cherche maintenant dans un médecin, dans un bon médecin justement, qui est cette ouverture et pas seulement un extrême ou l'autre,
mais bien les deux. Et donc, tu es médecin. Et je suis très contente que c'est toi qui aies répondu à la définition de médecin, pour faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule définition du médecin qui a fait autant d'études, qui a galéré autant, qui a ouvert autant de bouquins et qui a passé autant d'examens. C'est pas ça la définition. Et je suis très contente que tu puisses faire le lien entre les deux. En fait, la définition, elle est complexe parce que l'être humain est complexe. Tu peux pas le définir à partir du moment où tu ne prends qu'une partie de ce qu'il est, tu ne le prends pas dans sa totalité, en fait. Et qui peut prétendre se connaître totalement, en fait, jusqu'à sa mort, on est tous là en train de se découvrir. Et moi-même, je te dis, le mot médecin, bah, c'est quoi? Bah, je le découvre. Tous les jours, il a une couleur différente. Tous les jours, il a une forme différente. Et tous les jours, je me dis, ah, bah, tiens, par rapport à hier, il y a ça que je suis un peu plus. Et je le vois dans ma posture, je le vois dans la façon dont je parle, je le vois dans la façon dont j'amène les choses. Au début, quand je découvre une chose, en fait, je suis tellement excitée que du coup, je fais des mini-cours à mes patients. Donc, vous savez, je viens d'apprendre ça. Donc, en fait, je leur explique et tout. Et en fait, cette chose-là, une fois que je la connais, je la pratique et elle est intégrée cellulairement en moi, c'est devenu fluide. Bah, en fait, je leur fais plus des cours. Là, j'y vais. Là, je suis en train de pratiquer, leur apporter des choses sans leur dire ce que je suis en train de faire. Et donc, je m'observe tout au long de mon cheminement. Et c'est pour ça que j'ai appris, en fait, à comprendre, là, cette année, en début d'année 2024, que tout est complémentaire. Je ne peux pas choisir qu'une chose et délaisser l'autre. Et je ne peux que englober, en fait. Moi, j'aime bien le mot englobant. Moi, je parle toujours de conscience englobante. La conscience englobante, c'est quand tu arrives à voir le tout. Et on est très rarement dans cette conscience englobante. Il faut une vibration plus haute, il faut une connexion plus haute. Parfois, c'est Dieu te fait le cadeau de la vivre. En fait, t'as rien fait pour. Parfois, tu vois, là, tu te mets en état de méditation, tu fais un régime plutôt sain pour que ton corps puisse recevoir. On est tous des antennes, on est tous des capteurs. On peut tous recevoir, sauf qu'on a un mental qui nous fait croire à une façon de faire, à une façon de voir, parce que c'est un conditionnement qu'on a eu. Mais à partir du moment où tu te dis que tout est possible, donc tout est englobant, moi je me dis, bah, en fait, si hier j'étais en train de croire quelque chose, bah, aujourd'hui c'est possible de ne pas y croire. J'ai le droit d'évoluer, en fait. J'ai le droit de me dire que je me suis trompée hier, en fait. Donc il y a des patients, je leur dis, en fait, je vous disais ça, mais j'étais pas encore au clair avec moi-même. Là maintenant, c'est comme, enfin, en tout cas, vous me rencontrez aujourd'hui, ma vérité, c'est ça. Demain sera peut-être autre chose. Et c'est ce côté évolutionnaire qui, moi, me fascine parce que, bah, déjà, le cosmos lui-même est en évolution, il n'est pas figé. Comment nous, dans une connaissance, on peut rester figé? Comment nous, on peut se croire, obtenir toutes les réponses et se dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Au moment même où je me vois en train d'avoir cette argumentation avec quelqu'un, je m'arrête de parler, en fait. Je me dis, mais t'es toi-même en train ça veut dire que t'es en train il y a un bénéfice caché derrière ta volonté à ce que l'autre accepte ce que tu as envie de dire. Non, en fait, toi, tu présentes sur un plateau et l'autre, il prend ou il prend pas. Ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. C'est vraiment un détachement dans la volonté de guérir et de soigner, en fait. Quand tu sors de ce côté, je suis là pour sauver, je suis là pour soigner, je suis là pour guérir. Non, en fait, c'est là où tu deviens vraiment médecin, en fait. Parce que tu sais, tu as la sagesse. Un médecin, pour moi, il est sage. Il n'a pas besoin d'aller crier sur les toits qu'il est médecin. Il n'a pas besoin d'aller dire aux gens, venez me voir, je vais vous soigner. Il n'a pas besoin d'aller faire des exploits, de créer des miracles ou quoi que ce soit. Il a juste besoin de lui, travailler sur lui. Et petit à petit, sa vibration d'alignement, elle se fera sentir autour. Et viendront à eux les gens qui ont besoin de lui. Et s'ils ont besoin de quelqu'un d'autre, bah, ils iront vers quelqu'un d'autre. Et tu te lâches la grappe et tu lâches la grappe aux autres, en fait. J'ai un peu l'impression, j'ai envie de dire, c'est à un moment donné quitter cette notion de super pouvoir que le médecin peut s'octroyer souvent. Voilà, c'est juste quitter cette idée que tout vient de lui finalement, et c'est le pouvoir de guérir, pouvoir de soigner, pouvoir. C'est un peu ça. Après, justement, moi, je pense qu'on est en train de répondre un peu sur la définition de qu'est-ce qu'un bon médecin. Ce serait pas justement celui qui pense jamais être assez bon finalement et qui continue à apprendre, qui s'interroge toujours ce qu'est un bon médecin et qui évolue. C'est peut-être ça un bon médecin. Voilà. On m'avait dit ça pour la définition d'une bonne maman. À partir du moment où tu te poses des questions pour tes enfants, c'est que tu es une bonne maman. Ben, c'est vrai que là, on peut transposer ça à la définition du médecin. J'ai l'impression. Enfin, c'est ma conception de cette définition-là. Voilà. C'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. J'ai vu des
personnes qui sont arrivées entre deux, se dire bonjour. Alors, il y a des personnes qui te connaissent. Ouais. Un plaisir d'échanger avec vous. Bonjour Super à tout le monde, je médecin. vois les messages, merci beaucoup pour tous ceux que je connais. Oui, il y a des gentillesses, ça. Moi, Instagram, ça a été un bonjour. levier de transmission, en fait. Tu sais, je sais pas, ça fait pas partie de tes questions, mais ce qui m'a permis de prendre confiance, tu sais, dans ce côté un petit peu, je t'ai dit, j'étais, ouais, donc, ok, j'ai une casquette de médecin, mais je me définis pas tant que telle parce que, je suis autre chose, mais je suis quoi? Et en fait, j'ai appris à être et à dire ce qui se passait en moi. Et Instagram m'a aidé. Je sais qu'il y a 3 ans, en 2020, j'ai commencé à écrire ce qui se passait en moi, parce qu'il se passe toujours plein de choses en moi. Et j'avais juste, avant, je m'attendais à ce que les autres comprennent et sachent, mais j'ai bien compris que ça ne marchait pas. Et j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à parler. Et c'est pour ça que je dis, l'expression de soi, c'est peut-être 100% de la guérison en fait, parce qu'à partir du moment où on s'exprime, on dit qui on est, on raconte sa vérité, qu'on soit dupe de soi-même ou pas, au moment où on est en train de parler, si pour nous ça résonne, c'est comme ça, qu'on soit en colère, qu'on soit triste, qu'on soit frustré, qu'on soit la vérité du moment, elle dénoue plein de choses et elle permet de se mettre en lien avec la vérité des gens. C'est quand toi tu t'autorises à dire, par exemple moi, tu vois, je parle des patientes qui sont là, elles ont une attitude similaire, par exemple, avec leurs enfants, avec leur époux. Je n'ai aucune honte à leur dire, mais vous savez, je me retrouve en vous. Je suis comme vous. Et en fait, ça fait quoi? Ça fait que l'autre, déjà, il voit plus le médecin comme sur un piédestal. Et puis il se dit, c'est un être humain. Et moi, c'est ce que j'ai manqué dans mon cursus de médecine. Tout le monde se mettait vraiment, je sais pas, j'arrivais pas à accéder au cœur des gens. Et je sais que même avec mes collègues, ça prend du temps, hein, parce que les gens sont fermés en général, ils ont peur de s'ouvrir. Et moi, je suis quelqu'un de très spontané, je dis ce qui se passe en moi. Et plus je le dis, et plus maintenant, ça permet à l'autre d'être autorisé à dire ce qui se passe en lui aussi. Et ça peut être sous toutes ses formes. Ça peut ne pas être que convenable, que beau, que accueillable. Un patient qui vient me voir, il sait qu'avec moi, il a le droit de pleurer. Et j'ai le temps. Je prends le temps, c'est pas un souci, tu vois. Il a le droit de dire, il a le droit d'exprimer et même il a le droit d'exprimer son mécontentement. Par exemple, je sais pas, il dit oui, mais vous avez fait ça, vous vous êtes trompé, docteur. Ah ok, d'accord, je me suis trompé. Bon, je dis pas que il se passe rien en moi à ce moment-là. Je dis attends, je me suis trompée, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Mais tout de suite. Ok, d'accord. Moi, je vais travailler sur moi. Qu'est-ce que ça me fait faire je me suis trompée où? Comment? Qui a dit ça? Tout à l'heure, une femme qui est bien m'a dit, vous avez mis kyste mammaire et l'échographe, elle a dit, non, en fait, vous direz à votre médecin qu'elle s'est trompée. C'est pas un kyste, c'est un adénofibrome. J'ai regardé, je dis ok, et ça m'a rien fait. Je dis ok, j'ai le droit de me tromper. En fait, je suis humaine peut-être. Donc montrez-moi le rapport ce qu'elle a mis. Et puis en fait, je dis en fait la notion dont elle parle, je l'avais même pas, donc je pouvais pas arriver au diagnostic auquel elle était arrivée. Donc pourquoi dire que je me suis trompée? Je ne savais pas, tout simplement. Ne pas savoir n'est pas un crime. Mais c'est ça qui manque peut-être aussi dans le cursus justement médical, c'est la posture. On impose une posture, on impose déjà un statut qui limite est au-dessus. Alors déjà le mot patient quoi, lui va patienter, hein, il va pas agir, il va juste patienter. Je vais lui dire ce qu'il doit faire. C'est cette idée déjà, c'est peut-être déjà dans la formation des médecins qui manque quelque chose, parce que ce côté-là, arrêter d'avoir cette stature, cette manière d'aborder les gens. Voilà, c'est quand même assez rare un médecin qui va vous dire oui, ok, je me suis trompée, expliquez-moi, ou qu'est-ce que vous ressentez, ou vous avez le droit de pleurer. C'est quand même assez rare. Et c'est bien qu'il manque ça, il manque ça à un moment donné. Parce qu'il faut faire un travail sur soi. Tu peux pas admettre devant un patient que tu t'es trompé si derrière tu t'identifies à ton rôle de médecin. Et le médecin sachant, celui qui sait. Donc tu peux pas admettre quoi que ce soit si tu es dans cette identification-là. Mais justement, c'est peut-être pour les personnes qui vont rentrer, parce que qui vont rentrer en médecine, qui se cherchent et qui aimeraient devenir médecin, peut-être leur dire que cette dimension-là, elle va être super importante. Qu'il va falloir tu sais qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans les changements au niveau du cursus médical. Je regardais justement parce que maintenant c'est plus un concours à la première année, c'est quand même un contrôle continu. Tu dois avoir la moyenne pour passer en deuxième. Et apparemment ils te disent qu'ils ont justement élargi, donc c'est plus des QCM, c'est des rédactions.
pour que d'autres personnes de champs différents que scientifiques puissent intégrer les études de médecine, parce qu'un médecin, ses qualités ne sont pas que juste l'ingurgitation de savoir. C'est aussi la communication, c'est aussi l'écoute, c'est aussi l'empathie. Et donc, en fait, parce que moi, c'est vrai que quand je suis arrivée en première année de médecine, je me suis dit, mais des QCM, mais celui qui a une très bonne mémoire, il va réussir son concours les mains dans les poches, alors que ça ne veut pas dire que derrière, il aura la capacité, la sensibilité d'accompagner quelqu'un de malade, tu vois. Et en fait, ils sont en train, il y a du changement qui est en train de se faire, et ça, je trouve que c'est vraiment positif. Et que, parce que, encore une fois, on est dans une ère globale, planétaire, où on est en train de comprendre que l'être humain n'est pas que les pensées qu'il a dans la tête, qu'il est aussi tout un monde émotionnel, qu'il est aussi tout un monde où il est, en fait, tout simplement. L'être-té, c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir, d'expérimenter, d'apprendre et de s'autoriser à vivre, en fait. On a été beaucoup dans le faire. Et tu vois, c'est toujours cette complémentarité, moi, que je vois dans toute chose dans la vie, c'est le yin et le yang. C'est à un moment donné, l'être-té, c'est quelque chose qui est très féminin, c'est quelque chose qui est très posé, c'est quelque chose qui est très dans l'accueil de ce qui est, dans l'acceptation de ce qui est, dans le don de soi sans attendre de quoi que ce soit, pas dans le faire. C'est vraiment un réceptacle. Et on est en train de vivre cette ère dimensionnelle-là dans tous les champs de notre vie, que ce soit au niveau parental, au niveau dans le couple, au niveau de professionnel. Si on est assez conscient pour le voir, on comprend que l'être humain est en train de développer son côté féminin. Et ça, si on y va et qu'on est OK, que tu sais, on se laisse bercer par le fleuve de la vie, bah, on sera que émerveillé de voir tout ce qui est apporté, en fait. Parce que moi, j'ai toujours dans mes journées des moments de, tu sais, il y a toujours quelque chose qui remonte à ma conscience. Il y a toujours quelque chose qui s'est fait, parfois dans la douleur, mais parfois dans l'extase. Je me dis, bah, en fait, ma journée a été réussie parce que il y a quelque chose qui s'est intégré à moi. C'est moi-même qui n'étais pas au courant de ça en moi. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si, c'est très clair, c'est très clair. Et moi, je pense que vraiment, alors peut-être que ça évolue dans cette prise de conscience-là, mais qu'on a tous un rôle à jouer à faire évoluer ça. Et que bah, ça commence par des médecins comme toi qui vont plus parler, plus voilà, les conférences TEDx, ça va être pas mal. Et puis, On verra quand. voilà, Inch'Allah. En fait, il y a vraiment un besoin Ouais, et de faire connaître et ça, c'est important. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est que parce que ça me parle quand tu dis quand il y a un besoin, quand on s'attache à un besoin plus grand que soi, bah t'arrives plus à faire les choses que quand tu te dis ben moi je le fais pas, c'est pas très grave. Non, mon TEDx, je le vois et quand je le vois, je me dis ça sera pour aider l'humanité entière en fait. Ça sera pas juste pour me prouver être sur le podium et nourrir mon besoin de reconnaissance, tu vois? Parce que sinon ça sera pas la même ampleur, ça sera pas la même magie. À partir du moment où ça va se faire tout seul, c'est que ça va venir aider plus grand que moi, en fait. Et donc, j'attends que ça, en fait, que ça se présente à moi et que ça se passe et que ce soit pas mon ego qui soit, tu sais, à l'initiative de ça. Que ce soit mon être qui soit à l'initiative de ça. Et c'est très important cette idée de vision à long terme de quelque chose. On a un objectif, mais qui dépasse soi. Sa mission altruiste, elle doit être même dans son métier, enfin surtout dans son métier, j'ai envie de dire, elle doit être là. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui travaillent, c'est pour ça que moi je travaille avec l'Ikigai beaucoup, 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 et parce que pour moi c'est important qu'on ait un sens à son travail qui va au-delà de ses propres besoins en fait, et qui va vers l'autre aussi. C'est bien de se connaître, mais c'est aussi de donner et d'avoir un sens à ce qu'on fait. Et oui, un TEDx qui va aider à la compréhension de voilà de ce qu'est un bon médecin, peut-être. Voilà, en tout cas, on te le souhaite vraiment. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne sais pas, je n'en vois plus. Beaucoup de commentaires très très gentils. Ça, c'est super. Merci à tout le monde. Ça me donne confiance. En fait, Oui. faut oser être soi partout. Et moi, c'est la leçon que j'en ai tirée. Hein. On a toujours peur d'être soi. On se dit non, mais comment on va être perçu, comment on va être aimé, on va être rejeté, tout ça, tout ça. Mais en fait, plus on est soi et plus on est aimé. C'est vraiment le message que j'aimerais donner parce que je le vis au quotidien. Tout à fait. Alors, je vois plus de questions. Alors,
Mouzna, je pense qu'on a fait le tour au niveau du métier de médecin, bien qu'il y aura encore plein de questions qui vont revenir à un moment donné chez moi dans ma tête, mais il sera trop tard, mais c'est pas grave. En tout cas, si vous en avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le compte de Mouzna. Vous lui posez des questions sur son compte Instagram, il n'y a pas de souci, je pense, Mouzna. N'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Alors, Mouzna, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour toutes les personnes justement les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, qui souhaiteraient justement s'engager vers ce métier de médecin? Est-ce que tu aurais un mot à leur dire? Ouais, ce qui me vient là, intuitivement, c'est vraiment oser rêver grand, en fait. Ne vous limitez pas dans une petitesse, en fait. Pas dans le sens que le petit est moins bien que le grand, mais on a tous les capacités d'aller vers le grand, d'aller vers l'englobant. On a tous cet attribut de Dieu en nous et on a tous le pouvoir et la capacité de se donner les moyens. Encore une fois, si on retrouve l'alignement, c'est encore mieux, mais de se donner en tout cas, au moins, la possibilité de l'autorisation de rêver. Voilà. De pouvoir rêver grand, de se dire, mais waouh, moi, je sais, si j'avais pas rêvé grand en disant, mais, j'ai envie de devenir médecin. Ça me paraissait énorme, ça me paraissait une montagne, en fait. Mais petit à petit, le cheminement est long et tout ça. Et puis finalement, je savais même pas c'était quoi devenir médecin. Et finalement, comme je le disais, c'est en même temps, on a une aspiration, mais on oublie que cette aspiration nous est donnée spirituellement. Moi, je dirais, notre âme, elle sait pour la raison pour laquelle elle est venue. Eh ben, suivons cela, en fait. Même si les gens sont là à nous dire, mais toi, moi, j'ai eu la chance, personne ne m'a dit que tu n'y arriveras pas. C'est vrai. Parce que tellement, tout le monde avait confiance dans mon intelligence, voilà, c'est pas pour autant que j'ai été soutenue émotionnellement. C'est pas la même chose. Donc, vraiment, rêvez grand, trouvez des personnes qui vous soutiendront émotionnellement et, on va dire, j'aime pas dire mettez de côté parce qu'on peut jamais mettre de côté, tout nous revient, mais essayez de vous préserver des personnes qui essayent de vous mettre le doute sur vos capacités, parce que ces doutes-là, en fait, ils ne représentent que les doutes que vous avez en vous-même. Donc, si vous les travaillez petit à petit en disant, OK, qu'est-ce que ça me fait réagir si cette personne me dit, mais toi, t'es pas capable? Peut-être que moi-même, j'ai une croyance en moi-même, envers moi-même, qui me dit que je suis pas capable. Si je me prouvais un petit peu que j'étais capable, en mettant tous les jours en place une action avec laquelle je vais me satisfaire et je vais me sentir confiant, et je vais petit à petit faire grandir l'estime de moi-même. Et puis, bah, c'est tout. On regarde pas le sommet de la montagne. On le regarde en vision. On se dit, OK, je sais même pas à quoi ça va me servir d'être au sommet là-bas. Moi, je sais que j'ai dit quand je faisais médecine, Dieu, fais-moi avoir ma première année, si c'est bon pour moi et si je dois amener quelque chose de plus grand sur cette terre. Moi, j'ai toujours eu ce côté de grandeur. Et du coup, je me dis que c'est comme ça que j'ai tenu, en fait. Parce que c'était pas que un but de ma personne. C'était pas un désir, de m'approprier un statut, d'avoir de l'argent. Parce que j'ai jamais, avec mon argent, je me suis jamais donné, que à moi des biens matériels. Enfin, j'ai jamais utilisé mon argent pour moi, finalement. Donc, j'ai bien compris qu'en fait, cette mission, il y en a beaucoup qui l'ont dit, t'as peut-être une mission. Bah, clairement, j'ai une mission de vie. Et l'ikigai, qui est un outil génial justement pour trouver sa mission de vie, bah, allez la découvrir. Et une fois que vous la voyez, quand ça vous paraît grand, bah, ne devenez pas petit. Prenez cette grandeur et osez suivre votre intuition. Bah merci, Mouzna. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, ce rappel de ce qu'est l'ikigai. Hein. Je vais te prendre en assistante hein, quand j'aurai besoin. Ah, mais moi, c'est un s'il faut. que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je connaissais de nom, mais je l'ai vraiment pratiqué lors d'une formation. C'était une formation lambda en fait. Enfin, c'était pas voilà. En tout cas, j'ai vu cet outil et j'ai vu à quel point il était puissant en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'invite les gens à découvrir parce que ça peut être un levier chez les adolescents en fait, hein, qui, comme tu le disais tout à l'heure, a vraiment savoir. Je sais ce que je veux parce que je sais qui je suis. Et ben c'est tout. La vie après, peu importe ce qu'on fait, peu importe là où on est, ça n'a plus d'importance. Parce que même si quelque chose de terrifiant ou de catastrophique nous arrive, on connaît nos ressources et on peut rebondir. Tout à fait. Merci beaucoup, Musda, en tout cas, pour Non, merci à cet toi, échange.
Ça m'a fait très plaisir de t'avoir avec moi, justement, que ce soit toi qui parles de médecine, je suis très contente. Voilà. Depuis le début de l'année, on a eu plusieurs métiers. Moi, mon but vraiment, c'est d'aller voilà, interviewer les personnes. Donc, si des personnes sont là, nous écoutent et ont envie de parler de leur métier, bah, n'hésitez pas. Contactez-moi. Si vous êtes passionné par ce que vous faites et que vous avez envie de transmettre et partager, je vous invite avec plaisir.